Bonjour et bienvenue à cette nouvelle émission que j'ai le plaisir d'animer en marge du 13e Atlantic Dialogue ici à Rabat, où j'ai le plaisir d'accueillir Nathalie Delapalme, directrice générale de la fondation Mo Ibrahim. Bonjour et bienvenue. Merci. Et Justin Weiss, directeur général du Forum de Paris pour la paix. Bienvenue et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de votre invitation. Alors j'ai le plaisir de vous recevoir parce que vous êtes intéressé de près, je dirais, aux questions de gouvernance globale, d'ailleurs tous les deux. Et en préparant l'émission, on se disait avec l'équipe qui avait l'originalité que vous étiez tous les deux français. Et la réflexion qui m'est venue, c'est que la France a quand même été assez active sur ces questions de biens publics mondiaux, l'organisation du One Planet Summit, Tech for Good, le Forum de Paris pour la paix, la conférence sur le financement des économies africaines, le pacte de Paris pour la planète, for Planet and People, donc le 4P en anglais. Je vais me tourner d'abord vers vous, Justin Weiss, pour que vous me disiez un peu quel était votre sentiment sur la contribution qu'a pu avoir l'organisation que vous dirigez dans la participation aux discussions qui figurent à l'agenda international et qui portent notamment sur la paix, les biens publics mondiaux, la gouvernance mondiale. Tout à fait. Alors, vaste question, mais peut-être qu'on peut expliquer le contexte que vous décrivez, qui est celui où la France a pris une part assez active, en effet, là-dedans, par la rencontre de deux courants ou de deux phénomènes. Le premier, c'est un constat, qui est très largement partagé, qui n'est pas un constat français, qui est un constat universel, qui est qu'il y a de plus en plus de défis de nature globale, c'est-à-dire qu'un gouvernement seul ne peut pas régler le climat, la biodiversité, la santé mondiale et les pandémies, les réfugiés, etc. Il faut coopérer, et en même temps, de moins en moins d'outils pour se faire. Donc il y a ce premier paradoxe-là. Puis la deuxième chose, c'est que la France, deuxième courant en quelque sorte, la France est toujours pensée comme étant en mesure d'agir sur le monde, et ayant une certaine responsabilité de le faire, que ce soit dans le domaine de la sécurité, pour le maintien de la paix et de la sécurité, ou dans le domaine des biens publics mondiaux. Et ça a été particulièrement le cas du président actuel, du président Emmanuel Macron, qui a très vite essayé de réfléchir à ce qui pouvait être fait dans le système. Et j'ajouterais que très souvent, ce système tend un peu vers l'entropie. C'est-à-dire qu'il y a tellement d'acteurs différents, les problèmes sont tellement compliqués en eux-mêmes, les problèmes technologiques, etc., le dilemme de l'action collective, etc., que s'il n'y a pas de mouvement, de dynamisme, d'énergie dans le système, enfin bref, de leadership, le système tend à ne pas produire les biens publics mondiaux dont on a besoin. Et c'est pour ça qu'il a, en effet, vous avez dit la litanie, en quelque sorte, des initiatives qu'il a prises, et je pense que c'est important. Parmi celles-ci, donc il y a eu cette rencontre de cette idée qu'on avait eue d'avoir une sorte de rendez-vous annuel sur la gouvernance globale, et puis du soutien du président Macron, et ça s'est fait en 2018. Et l'idée était vraiment celle-là, c'est-à-dire comment est-ce qu'on essaie de faire une nouvelle forme de diplomatie. C'est-à-dire sur un certain nombre de sujets, on voit bien qu'il ne faut pas être simplement multilatéraux, c'est-à-dire bien sûr il faut faire travailler les gouvernements ensemble, mais on voit bien que c'est souvent bloqué à l'ONU, parce que les gouvernements ne s'entendent pas, parce qu'il y a trop d'acteurs, etc. Et puis, et que donc il faut faire intervenir d'autres acteurs et donc passer du multilatéralisme au polylatéralisme, pardon pour le jargon, mais c'est voilà l'idée que sur certains sujets, on a besoin aussi des entreprises, des grandes fondations philanthropiques, évidemment des organisations internationales, des banques de développement par exemple, des agences de développement, et que sur un certain nombre de sujets, on fait mieux travailler les gens quand on casse un peu le moule strictement diplomatique, qui est très utile. Hein. L'ONU reste centrale dans tout ça, mais souvent l'ONU est bloquée. Et donc ce qu'on a essayé de faire avec le Forum de Paris sur la paix, à la fois avec l'événement annuel et l'organisation politique qui lui est attachée, c'est justement de prendre le lead sur des sujets comme les minéraux critiques, comme l'agriculture africaine récemment, la cybersécurité, la question du dépassement climatique, où on essaye de cristalliser des points d'accord politiques pour faire avancer cette gouvernance globale. Voilà en deux mots ce qu'on a essayé de faire depuis 2018. Alors précisément, Nathalie Delapalme, vous dirigez une fondation, donc vous venez de la société civile, une organisation issue de la philanthropie, si on peut dire d'une philanthropie africaine à destination de l'Afrique. Vous publiez un rapport annuel qui est une référence pour donner une photographie, je dirais, de l'état de la gouvernance, de la stabilité du gouvernement en Afrique de façon générale. Et j'aimerais beaucoup avoir votre sentiment par les interactions que vous avez pu avoir avec les acteurs africains sur la façon dont ils se positionnent sur
sur ces sujets de gouvernance globale, sachant qu'il y a eu des initiatives récentes qui mettaient en avant le fait que l'Afrique, certains pays d'Afrique en tout cas, peuvent jouer un rôle important sur les questions, par exemple, je dirais, de capture du carbone, sur les minéraux critiques avec le corridor de Lobito récemment. Comment est-ce que vous voyez l'Afrique? Est-ce que vous sentez notamment qu'il y a une espèce d'agentivité, comme on dit en français, africaine, que les Africains sont à l'aise avec l'état des discussions sur la gouvernance globale, au vu par exemple de la participation de l'Union africaine au G20, de l'organisation du prochain G20 en Afrique du Sud, et ainsi de suite? Oui, merci beaucoup. Alors d'abord, peut-être justement pour compléter ce que vient de dire Justin, la Fondation Mo Ibrahim était un des membres fondateurs du Forum de Paris pour la paix, parce que dans ce nouveau système, je dirais qu'on essaye de mettre en place de polylatéralisme, c'était effectivement important de faire intervenir les acteurs du Sud, qui ont vocation à être représentés au moins autant que ceux du Nord, si on veut effectivement arriver à trouver des solutions efficaces. Moi, je dirais malheureusement sur ce qu'on a appelé autrefois les biens publics mondiaux, mais aujourd'hui les défis globaux. Parce que malheureusement, on est effectivement confronté à un certain nombre de défis, que ce soit les pandémies, le changement climatique, le terrorisme, la montée des conflits, qui sont des conflits qu'aucun gouvernement ne peut adresser tout seul et qui ne sont pas des conflits qui se résument à l'Afrique. Aujourd'hui, la guerre est partout en Europe. La pandémie a affecté tout le monde, le changement climatique affecte tout le monde. Donc on n'est plus dans un système où un Nord, je dirais, arrivé, avait vocation à aider un Sud plus défaillant à se développer. Et je crois qu'il faut vraiment quitter ce monde-là parce qu'il est complètement obsolète. Et si on veut effectivement sauver le principe du multilatéralisme, qui est plus important que jamais, il faut profondément modifier le système. Et pour modifier le système, il faut faire monter sur la table des décisions les pays du Sud, les acteurs du Sud. Alors, on a beaucoup discuté ces 2 derniers jours sur la notion de Sud global, qui effectivement est un peu compliquée à définir, mais c'est évident qu'on n'avancera pas si on ne met pas autour de la table, si on ne réunit pas une plateforme qui est à la fois de pays divers et d'acteurs de secteurs divers. Alors, incontestablement, à la Fondation Mo Ibrahim, on a beaucoup poussé pour, parmi les différentes pistes à évoquer sur la réforme du système de gouvernance mondiale, le fait que l'Afrique doive avoir voix au chapitre et devienne un membre à part entière de ces tables rondes. Pour des tas de raisons, la première étant que si vous n'êtes pas partie prenante aux décisions, vous n'en êtes pas responsable. Et vous n'êtes pas responsable de leur mise en œuvre. Donc si on veut avancer sur ces questions d'appropriation, de souveraineté et de responsabilité, parce que l'un va avec l'autre, il faut que le continent africain soit partie prenante à ces décisions. C'est évidemment formidable de voir maintenant l'Union africaine membre à part entière et non pas invitée au G20. Les discussions sont en cours, vous le saviez mieux que moi, sur la participation de l'Afrique au Conseil de sécurité des Nations Unies. Il y a aussi des discussions en cours sur la participation au Conseil du FMI et de la Banque mondiale. On n'est pas encore arrivé. Enfin, il faut maintenir la pression et on est loin d'avoir, je pense, fait les progrès nécessaires en matière de réforme du système de gouvernance globale et en particulier en matière de réforme du système financier multilatéral. Parce que je crois que le temps est passé de l'aide. On n'est plus dans cette relation-là et qu'il faut peut-être changer de métrique. Peut-être pas changer de métrique, mais au moins compléter cette métrique de combien vous mettez sur la table ou combien je mets sur la table pour vous aider par un changement des processus. Je crois que c'est au moins aussi important que ces discussions sur des montants qui, en plus, malheureusement, même si les engagements sont pris, ne sont pas nécessairement respectés. Et dans la mesure où ils ne sont pas respectés, ce manque, si vous voulez, de mise en œuvre nourrit la défiance croissante à l'égard du système multilatéral actuel, avec la montée de systèmes alternatifs comme celui des BRICS. Alors, je vous voyais approuver
les propos de Nathalie Delapalme, avec qui je suppose que par ailleurs vous êtes en contact fréquent, en tant que la Fondation Mohamed Ibrahim était fondateur du Forum de Paris pour la paix. Ce que j'allais vous dire en réagissant à ce que vous me disiez, par exemple, sur les sujets d'avenir, sur les technologies critiques, sur la sécurité alimentaire, etc., c'est que d'une part, vous avez des formats dits, bon, cette fois minilatéraux et pas polylatéraux, comme vous le disiez, notamment dans le Nord global, qui sont déjà en train de se mettre en œuvre sur les minéraux critiques, d'ailleurs avec des initiatives à l'échelle de l'Union européenne, donc en quelque sorte des systèmes interétatiques qui sont en train de s'activer sur ces sujets-là. Et puis par ailleurs, vous avez des initiatives sur la gouvernance globale, par exemple sur l'intelligence artificielle ou sur la sécurité, qui sont portées sur la Chine, par la Chine, pardon, récemment. Comment est-ce que vous vous positionnez dans ces tentatives de constitution, de coalition avec la société civile, avec différentes parties qui peuvent avoir voix au chapitre? Est-ce que vous sentez une forme de pression? Est-ce que vous sentez qu'en quelque sorte les États sont en train de vous dépasser en gardant les logiques du monde d'hier, c'est-à-dire très statocentré, avec une conception de plus en plus sécurisée, j'allais dire étroite de l'intérêt national? Oui, c'est vrai. J'ajouterais à ce tableau un peu triste la formidable montée du protectionnisme. Hein. Ça, je pense que c'est quelque chose de très embêtant parce qu'évidemment, l'insertion dans le commerce mondial est quand même ce qui a permis à de très nombreux pays de tirer leur épingle du jeu, de mieux en mieux, de se développer, de croître. Et d'abord, le premier d'entre eux qui a tiré tant de centaines de millions de gens de la pauvreté, c'est la Chine. Enfin, la Chine a grandi dans un monde, enfin, a cru dans les années 80, 90 et 2000, dans un monde qui était garanti par les institutions internationales, par les États-Unis. Hein, je le rappelais à nos amis chinois assez souvent, ils n'aiment pas beaucoup quand je rappelle ça, mais c'est la vérité. C'est-à-dire que la sécurité des voies maritimes et des voies d'approvisionnement, l'ouverture des marchés, tout ça, c'est des biens publics qu'il faut maintenir. Il faut lutter contre la piraterie, il faut ouvrir des marchés, etc. Et tout ça, c'était un peu le monde américain. Et donc, je pense que c'est très important de rajouter cet aspect protectionnisme. Maintenant, en effet, la question, c'est comment est-ce que on défend l'intérêt général? Parce que vous me dites, il y a des formats minilatéraux, par exemple, sur les minéraux critiques et d'autres. C'est tout à fait vrai. Mais attention, souvent, ces formats-là sont des formats, disons, d'alliance. C'est-à-dire, mettons-nous ensemble pour sécuriser notre approvisionnement en lithium, en coltan, en cobalt, etc. Et non pas des systèmes qui défendent l'intérêt général. Ce qu'on fait au Forum de Paris sur la paix, c'est deux choses. D'abord, on essaye d'avoir des formats qui sont vraiment universels, avec, Nathalie avait raison de le rappeler, un ADN qui est à 50% sud, y compris dans notre board. On a 50% d'organisations du sud et 50% d'organisations du nord, donc une universalité de pays. Les Chinois sont très présents au Forum de Paris sur la paix. On a même accru notre coopération avec eux parce que la Chine est centrale dans les affaires de climat, dans les affaires de minéraux critiques encore plus, où elle domine objectivement le marché mondial, etc. Ça, c'est la première chose, universalité. Puis la deuxième chose, c'est l'intérêt général. C'est-à-dire que nous, quand on fait une initiative sur les minéraux critiques, il ne s'agit pas de sécuriser l'approvisionnement souverain de tel ou tel pays. Il s'agit de prendre un pas de recul et de se dire, en tant qu'humanité, en tant que communauté internationale, on a tous intérêt à une transition verte. Pour que cette transition verte ait lieu, il faut qu'on remplace, au moins en grande partie, les hydrocarbures par des minéraux qu'on appelle critiques ou qu'on appelle minéraux de transition. Pour ça, il faut un certain nombre de conditions, et notamment qu'il y ait un marché fluide, ouvert, pas de contrôle des exportations, on en revient au problème du protectionnisme très fort, pour que les prix soient les plus bas possibles et qu'on puisse accélérer les véhicules électriques, les panneaux solaires, les turbines, etc. Il faut qu'il y ait une certaine, disons, honnêteté des rapports avec les pays extracteurs, notamment les plus fragiles, la RDC par exemple et d'autres, c'est-à-dire qu'il faut se préoccuper des relations internationales autour des minéraux critiques. Il faut qu'on ait un certain nombre de normes sur l'exploitation des mines, sur toute la chaîne de valeur pour que ces mines soient acceptables et qu'on ne remplace pas le problème du CO2 par le problème environnemental lié aux mines. Enfin voilà, il y a toute une sorte de principes qui sont l'intérêt général, mais qui évidemment que les pays ne prennent pas beaucoup en compte parce que il n'y a pas beaucoup de structures pour le faire. L'ONU n'est pas très active sur ce sujet-là. Et par ailleurs, la première chose que les électeurs demandent à leur gouvernance, c'est d'avoir du lithium pas cher, de sécuriser leur souveraineté, etc., etc. Donc on essaie de défendre, c'est à la fois une organisation universelle et qui essaie de défendre l'intérêt général. Et donc le Conseil le Conseil global des minéraux de transition responsables, c'est un nom un peu long, mais c'est le meilleur qu'on a trouvé, qui rassemble 10 personnalités, travaille justement à essayer de faire des recommandations et des
normes autour de cet intérêt général. J'ajouterais peut-être un point, si vous me permettez, c'est qu'il faut effectivement qu'on réfléchisse à cette notion d'échange qui doit effectivement être libre, mais aussi être équitable. Et donc on ne peut pas continuer à travailler avec un modèle où on exporte des matériaux bruts pour les transformer et ensuite les revendre. C'est ce qui se passe avec le cobalt. 70% du cobalt mondial est extrait de RDC, 70% est importé par la Chine et 70% des batteries sont produites par la Chine. Donc on a une inéquité des échanges qui est quelque chose sur lequel on travaille. Enfin, il faut qu'on travaille. Et les minerais critiques, l'Afrique a un potentiel gigantesque en termes de minerais critiques. Sans les minerais africains, il n'y aura pas d'économie globale verte. Simplement, il faut mettre en place un système qui assure davantage de transformation locale en Afrique, de manière à ce que ça garantisse aussi la souveraineté des pays africains et que ça apporte des emplois locaux, qui est une question absolument vitale, compte tenu de la démographie du continent, où 60% de la population a d'ores et déjà moins de 20 ans. Donc ce sujet de transformation locale doit aussi faire partie des discussions sur les minerais critiques. En dehors des normes ESG, qui sont des normes souvent considérées comme très occidentales par les pays propriétaires, je dirais, de ces minerais. Et est-ce que vous diriez donc qu'en quelque sorte, on pourrait autoriser à l'Afrique des pratiques qui sont considérées comme étant condamnables pour le système global lorsqu'elles sont pratiquées par les États-Unis? Donc par exemple de pratiquer une politique industrielle avec des conditions de transformation locale, par exemple le droit de polluer plus, étant donné que l'Afrique est responsable de très peu du flux et du stock des émissions de carbone. Et en quelque sorte, il pourrait y avoir un permis de l'Afrique à agir de façon plus égoïste, étant donné que c'est la frontière de beaucoup de gros enjeux internationaux, de la sécurité. Sur ce, je disais climat, c'est pareil. Il faut aussi avoir une discussion. La transition énergétique, le terme de transition énergétique n'a pas de sens pour les dirigeants et les populations qui n'ont pas accès à l'énergie. En Afrique, 600 millions de personnes n'ont toujours pas accès à l'énergie. 600 millions de personnes, c'est le double de la population américaine, c'est 1,3 de la population européenne. Ce serait intéressant de savoir ce que décideraient les dirigeants américains, enfin occidentaux, s'ils avaient affaire à une population qui n'a pas d'énergie du tout. Donc toutes les discussions qu'on peut avoir sur le climat ne doivent pas se faire au détriment du développement. On ne peut pas demander à des pays de faire un choix entre protéger la planète et protéger to protect planet and protect the people. C'est pas possible. C'était un des grands sujets du sommet qui avait été effectivement organisé par le président Macron. Alors après, il faut arriver à trouver la meilleure façon de concilier ces deux objectifs. Mais interdire à des pays de se développer davantage au motif que ça va être polluant, honnêtement, ça n'est pas acceptable. J'ajouterais, et pour faire bonne mesure par rapport à mes critiques de la Chine tout à l'heure, que implicitement dans votre question, il y avait l'idée que les États-Unis se sentaient tenus par un certain nombre de règles, soit de libre-échange, soit de respect des normes environnementales. Bon, quand on voit ce que Trump vient de proposer à ceux qui investissent plus d'1 milliard de dollars dans l'économie américaine, c'est-à-dire de faciliter, accélérer et très probablement ignorer les normes environnementales, on peut s'interroger à bon droit. Et sur la question du protectionnisme, actuellement, voilà, on ne parle que d'une chose, c'est les tarifs, ce qui, je rappelle, est aux yeux de Trump le plus beau mot de la langue anglaise et qui suit une évolution qu'il avait d'ailleurs commencé pendant son premier mandat de début 17 à début 21, et qui est le résultat de la transformation du système. Peu à peu, ce système ouvert, le consensus de Washington, le monde des années 90 et 2000 de la globalisation, où l'idée c'était avant tout les marchés ouverts, la libre circulation des capitaux, des marchandises et en partie des humains, tout ça a été battu en brèche tout de même. On n'est plus dans ce monde-là. En partie parce que, voilà, on pensait que l'admission de la Chine à l'OMC en 2001 allait transformer la Chine. Elle a beaucoup transformé les autres pays en réalité, c'est-à-dire un certain type de modèle économique où les entreprises d'État sont très puissantes et subventionnées et donc font un certain type de politique. Et le tournant protectionniste américain, qui remonte à il y a maintenant déjà une dizaine d'années mais qui est en train de s'accélérer, a donné le là pour un environnement où on n'est plus dans ce dogme. Oh, on a appelé ça politique industrielle, c'est du protectionnisme. Enfin, je veux dire, c'est comme on dit en anglais, protectionism by any other name. Et je
je pense qu'il faut vraiment bien mesurer ça, parce qu'il y a ce lien entre commerce libre, développement, et je pense que ça reste quand même une des clés principales du développement pour beaucoup de pays, notamment africains, cette insertion dans les chaînes de valeur mondiales qui est de plus en plus difficile parce qu'il va y avoir de plus en plus de protectionnisme, et d'autre part, le lien entre commerce et paix. Il faut bien voir que la montée des enjeux géopolitiques, des crises de sécurité, est aussi un frein à ce commerce-là. Et on sait bien que c'est les périodes de paix qui créent la prospérité, qui renforcent la paix. J'ai peur qu'on soit dans la spirale inverse. On l'avait vu au 19e siècle, on l'a vu toute proportion gardée à partir des années 1970. Et l'inverse. Et l'inverse, c'est l'absence de perspective de développement qui nourrit les sentiments de frustration, de colère et les conflits. Et c'est pour ça que c'est un vrai sujet. Et c'est peut-être aussi, pour reboucler avec ce que disait Justin tout au début, c'est le fait qu'il faut qu'on, dans ces réflexions qu'on peut avoir, qu'on essaye de sortir d'un fonctionnement en silo. Il n'y a pas le climat d'un côté, le développement de l'autre, le règlement des conflits. Il faut en permanence irriguer les réflexions des uns et des autres, parce que tout est lié, en fait, aujourd'hui. Enfin, plus que jamais. Donc ça, c'est un vrai sujet. Et peut-être aussi ajouter, en complément de ce qu'on disait sur les minerais critiques, c'est qu'on est aussi dans un monde où on a beaucoup à apprendre des pays du Sud, les vieux pays du Nord face aux jeunes pays du Sud, qui sont beaucoup plus dynamiques, il faut le dire. Je vois par exemple ce que fait le Maroc, et en particulier le CP, sur les questions d'agriculture, je trouve pas le mot, climato-friendly, est tout à fait remarquable. C'est un vrai modèle. Donc ça veut dire qu'il y a aussi des solutions. On n'est pas juste en train de régler des problèmes, on est en train d'échanger des solutions qui peuvent être partagées. Et c'est ça, en fait, le vrai multilatéralisme. C'est ça je pense, le vrai intérêt et le vrai enjeu du multilatéralisme. Alors, la dernière question que je voudrais vous poser, justement, par rapport au multilatéralisme, on avait eu un échantillon, en quelque sorte, de ce que pourrait être l'attitude de Donald Trump par rapport au fonctionnement du multilatéralisme durant son premier mandat. On sait que c'est quelque chose auquel il ne croit pas particulièrement. Les défis sont plutôt visibles. Beaucoup de doutes, notamment sur le bon fonctionnement du G20, d'autant qu'il pourrait être rejoint par d'autres acteurs, comme par exemple le président argentin, auquel avait d'ailleurs rendu visite le président Macron avant de se rendre au Brésil. Est-ce que vous ne croyez pas qu'il puisse y avoir des opportunités aussi à la prochaine présidence américaine? Un cas particulier que je voudrais mentionner, ça serait une sorte de ruse de l'histoire. C'est-à-dire, Dany Rodrik notamment insistait sur le fait que les subventions chinoises aux panneaux solaires avaient permis de créer un bien qui, au fond, était disponible pour le reste de la communauté internationale, qui était une énergie solaire à faible coût. Est-ce que vous ne pensez pas que la politique industrielle américaine pourrait donner lieu à une divine surprise de cette nature-là, dont pourraient bénéficier les autres, vous voyez, par une espèce de ruse de l'histoire? Oui, mais par définition, les ruses de l'histoire, elles sont difficiles à deviner, puisqu'elles vous trompent. Et en effet, il y a des phénomènes comme ça. Non, et la remarque sur les panneaux solaires est exacte. C'est-à-dire, est-ce qu'on accepte le prix chinois pour le plus grand bien, qui est la baisse des émissions, ou alors est-ce qu'on tient à ce qu'il y ait une souveraineté, qu'elle soit européenne ou américaine ou autre, sur ces biens de la transition, au risque de la freiner. Ça, c'est un vrai truc. Mais pour revenir à Trump, moi, j'ai peur que simplement il accélère la marche vers un monde dans lequel en gros, dans lequel c'est la loi du plus fort. Or, la loi du plus fort, et non pas la règle de droit, et la loi du plus fort, elle n'est pas très efficace, en réalité. C'est-à-dire, ça crée quelques gagnants, mais en réalité, parce que le système est moins prévisible, parce qu'il est moins ouvert, parce que les autres pays ou les autres acteurs ont moins de chances d'y avoir leur mot à dire, même s'il ne faut pas se faire d'illusions. On est dans un monde dur où le Sud doit souvent subir des décisions sans avoir beaucoup de son mot au chapitre. Mais j'ai peur qu'avec Trump, ce soit pire encore, et que, parce qu'en effet, il n'est pas enclin au multilatéralisme, il n'est pas enclin au partage de la décision, et surtout, il veut que les États-Unis gagnent tout le temps et à chaque fois.
qu'ils perdent de vue cette espèce de leadership éclairé qui a été celui des créateurs du monde américain d'après la Seconde Guerre mondiale, c'est-à-dire, bon, on est hégémonique, mais essayons d'entourer notre hégémonie au moins d'une prétention au concert, au moins d'un multilatéralisme, essayons de transformer autant qu'il est possible la règle de force en règle de droit. C'était ça tout de même, toute l'inspiration. Je pense que les Européens ont joué un rôle important là-dedans, mais que le système s'est insuffisamment transformé et que peu à peu, les Américains ont considéré, avec la montée en puissance de la Chine en particulier, qu'ils étaient un peu les perdants de ce système qu'ils avaient pourtant fait accoucher. Et donc, qu'il fallait en retirer leur bille, cesser de le garantir, puisque c'était eux qui le garantissaient en dernier recours en tant que première puissance. Et donc, laissant un monde un peu d'entre-deux, où il y a encore des bribes de multilatéralisme, de règles, de normes, mais que Trump, disons, mine et va sans doute miner dans les 4 prochaines années, parce qu'il verra que sur tel ou tel sujet, il vaut mieux s'extraire des règles communes et jouer le rapport de force des États-Unis avec d'autres, qui en effet est très, très grand. Donc bref, un monde plus régi par la force, où je ne suis pas sûr qu'on fera beaucoup progresser les sujets climat, ça j'en suis sûr qu'on ne les fera pas beaucoup progresser, mais etc. Quoi qu'il y ait, et je termine là-dessus quand même pour avoir une note un peu plus positive, il faut tout de même constater que, en particulier parce que pendant les années Trump, tout ne s'est pas arrêté sur le climat. Il y a quand même eu quelques progrès qui ont été faits par les États américains, par les villes américaines, par les entreprises américaines, les fondations, les ONG, etc., etc. Donc l'Amérique ne se résume pas à son président. Et il y a eu ce tournant qui a été pris dans les années 2017 à 2021 et sous Biden, notamment avec l'IRA, le Inflation Reduction Act, et aussi l'acte sur les infrastructures, où il y a eu un tournant vert qui a été pris, où maintenant c'est rentable. Et donc ça, Trump ne va pas casser ça, et aussi parce que, par exemple, ce qui était le truc honni des républicains, des conservateurs, qui étaient les voitures électriques, maintenant voilà, la voiture iconique, quand on est un homme fort, un républicain aux États-Unis, c'est le Cybertruck de Musk. Parce que c'est Elon Musk, etc. Le Cybertruck, c'est une voiture électrique. Donc on voit bien que malgré tout, malgré les réticences, etc., il y a tout de même un tournant qui a été pris et qui n'est pas irréversible forcément, mais enfin que Trump ne va pas se mettre en travers de tous les investissements et de tous les gains économiques qui ont été faits par ça. Donc peut-être qu'il y aura des ruses de l'histoire comme ça, mais bon, pour l'essentiel, c'est pas un monde très appétissant qui nous attend, il me semble. Votre réaction peut-être de la Palme en ajoutant une chose, c'est que vous faites le portrait individuel des États africains dans votre rapport annuel et vous insistez notamment sur le fait que certains États arrivent à faire des progrès, par exemple en termes de gouvernance. Et au fond, on voit déjà que certains pays ont réussi à plus ou moins tirer leur épingle du jeu, n'est-ce pas, dans ce monde plus dur que vous décriviez. Donc est-ce que malgré tout, l'appétence de Trump pour le deal-making ne peut pas aussi apporter des opportunités? C'est-à-dire qu'on voit beaucoup d'espèces de grosses tensions auxquelles sont soumis beaucoup d'États africains, qui se traduisent aujourd'hui sur le terrain par des conflits. Mais justement, je voulais vous donner l'occasion de donner une note un peu plus positive, peut-être. Merci. Non, effectivement, on vient de sortir le dernier indice de l'état et des tendances de la gouvernance dans les 54 pays du continent africain, je dirais, qui donne une vision assez mitigée. Mais je dirais avec un premier point essentiel qu'on ne peut pas réduire l'Afrique à une seule image. C'est 54 pays avec des trajectoires extrêmement différentes. Et effectivement, certains d'entre eux qui, eux, poursuivent des trajectoires extraordinairement performantes, notamment le Maroc, qui s'est maintenant à intégrer le rang des 10 premiers pays du continent en matière de gouvernance. Le deuxième point, c'est que c'est important de regarder à la fois la performance finale et la trajectoire. Vous avez des pays qui se classent encore très bien, mais au terme d'une trajectoire au cours des 10 dernières années qui est véritablement inquiétante. Par exemple, l'île Maurice, qui est passée derrière les Seychelles, mais qui poursuit une route de détérioration croissante au cours de la décennie. Vous en avez d'autres qui sont encore très bas, mais qui sont sur une trajectoire très positive. Donc il faut avoir une image assez diverse. La deuxième chose, c'est qu'il ne peut pas y avoir de trade-off qui soit soutenable entre des progrès en matière de développement humain et économique et ce qui se passe en matière de participation, de droits humains. Il faut arriver à avoir une progression équilibrée des différents piliers, parce que sinon, très rapidement, notamment à cause de l'importance de la jeunesse, il y a une contestation très forte.
La troisième chose, ou le quatrième, pardon, je ne sais plus, qui est très frappant dans ce dernier rapport, c'est le décalage croissant entre les opinions publiques et les résultats. Dans beaucoup de cas, on constate que même s'il y a des progrès importants qui sont constatés par les chiffres, les opinions publiques ne les enregistrent pas. C'est vrai en particulier en matière d'opportunités économiques où il y a beaucoup de progrès qui ont été faits, par exemple en matière d'infrastructure, d'accès à l'énergie d'ailleurs, mais les opinions publiques sur le sujet sont désastreuses. Alors, il y a plusieurs explications. On est en train encore de continuer à essayer de comprendre pourquoi. La première, c'est le phénomène assez connu de plus il y a de progrès, plus les attentes augmentent, moins elles sont satisfaites. Et donc plus les gens on ne parle que des trains qui arrivent en retard, en gros. Le deuxième, qui est plus problématique, c'est que les données dont on dispose, on traite les données d'une cinquantaine de sources différentes, sont des données nationales et qu'on n'arrive pas à identifier les inégalités infranationales. Et ça, c'est un vrai sujet parce qu'en réalité, elles s'accroissent. Et c'est ça qui doit nourrir, sur les enquêtes sur le terrain, les insatisfactions qu'on observe. Donc c'est vraiment quelque chose qu'il faut adresser. Et je reviens à ce qu'on disait sur Trump. La question est de savoir pourquoi Trump. C'est pas tellement Trump lui-même, mais qu'est-ce qui conduit à l'élection de Trump ? Quelles sont les opinions publiques, dans le fond, des électeurs de Trump ? On est quand même dans un monde où on a le sentiment que les gouvernements soit n'arrivent pas à effectivement résoudre les sujets globaux, comme le disait Justin, les pandémies, le terrorisme, le changement climatique, mais n'arrivent pas non plus à régler les questions de la vie quotidienne. La sécurité dans ma rue, mes enfants à l'école, ma grand-mère dans une maison, etc. Donc ça veut dire qu'il y a pour moi aussi, vision optimiste, une voie ouverte pour tout ce qui est démocratie locale, gouvernement local, un espèce de niveau en dessous des gouvernements nationaux qui est en train de prendre beaucoup de valeur et d'importance et sur lequel il faut certainement qu'on travaille. Nathalie Delapalme, directrice générale de la Fondation Mo Ibrahim, et Justin Weiss, directeur général du Forum de Paris pour la paix. Merci beaucoup de nous avoir rejoints et pour cette très belle discussion. Merci à tous de nous avoir suivis. Au revoir.